la transition est toute faite pour évoquer la question du trauma vicariant chez les soignants. C'est une présentation qui va être faite à deux voix. Alors, par Isabelle de Viton, qui est psychiatre référente de la CUMP de Loire-Atlantique, l'Ouest, et coordinatrice pour les Pays de la Loire. Notez, si besoin, préciser qu'il y a une compétence pédiatrique également, épilepsie, pédiatrique, pédopsie. Et puis Carole Barré, qui est psychiatre au CHU de Lille, on retourne dans le Nord, et au sein du SAS Psy 59. Et tu es également, depuis pas mal de temps, volontaire CUMP. Donc c'est aussi à ce titre-là que tu vas nous parler du trauma vicarien. C'est à vous. Merci beaucoup Flavie pour cette transition, parce que je vais vous évoquer le trauma vicariant. Super. Qu'est-ce qu'on appelle le trauma vicariant? Le trauma vicariant, c'est un traumatisme par procuration, c'est un traumatisme indirect que peuvent développer certains soignants qui sont confrontés de façon répétée aux récits traumatiques de leurs patients. Ils en viennent à développer des symptômes équivalents au stress post-traumatique, alors même qu'ils n'ont pas été confrontés directement à l'événement. Et donc, ça peut être des peurs, des ruminations, de la colère, des tableaux dépressifs. Ça peut être de l'anxiété qui n'existait pas avant. Je discutais à midi avec une collègue du SAMU 75 qui disait que après 2015, voilà, elle prenait plus les transports en commun de la même façon quand il y avait une alarme qui sonnait ou elle regardait où étaient les portes de sortie. C'est la façon dont un événement traumatique qui ne nous touche pas directement va quand même nous toucher en tant que soignants. Et c'est de façon même plus large une transformation, une altération des schémas cognitifs fondamentaux, c'est-à-dire des croyances qu'on a en tant qu'individu dans notre rapport au monde, dans notre rapport aux autres et même dans notre rapport à soi-même. Et quand ces croyances fondamentales sont modifiées, on peut parler de trauma vicariant. Alors souvent, il y a un surinvestissement émotionnel au début en SSE. Les soignants sont hyper investis, parfois il y a de l'identification. Et puis quand il y a ces tableaux de trauma vicariant, ça évolue vers au contraire une forme de distanciation, une forme d'engourdissement des affects. Alors, autre chose à distinguer, c'est la fatigue de compassion. La fatigue de compassion, c'est un épuisement émotionnel, c'est une forme de fatigue liée à une exposition, à un engagement empathique prolongé. Ça peut se voir en cancérologie, par exemple. Et puis, il y a aussi la notion de soignant seconde victime. La première victime, ça reste évidemment le patient, sa famille, mais un soignant peut être attaqué dans ses valeurs, dans son éthique du soin, quand, souvent en mode très dégradé, par exemple un chirurgien de la main qui est capable de chirurgie très fine, s'il est en mission humanitaire et qui va devoir être contraint de réaliser des amputations ou de la chirurgie sans anesthésie. Vous voyez, ça, c'est des situations de soins dégradés qui peuvent impacter le soignant. Sur un autre mode, on parle de seconde victime. Alors bien sûr, le risque psy, il naît de la rencontre entre un événement, donc une SSE, un individu et un contexte, c'est-à-dire un environnement à l'instant T. L'impact va être lié à la nature de l'événement, intentionnel ou non, à la cinétique de la SSE, mais sur l'événement, on n'a pas la main. Alors, l'impact psy va être lié à l'individu lui-même, c'est-à-dire le soignant, et en général, on fait le focus sur l'individu. L'individu, il arrive avec sa balance de ressources et de vulnérabilité. Alors, dans ces plateaux, on va retrouver ses facteurs de risque, on va retrouver ses traits de personnalité, on va retrouver ses capacités à gérer le stress. Qu'est-ce qu'il a comme outil dans sa boîte à outils pour gérer le stress ? Dans ses expériences antérieures, dans sa vie personnelle, les ressources qu'on connaît tous, hein, la bonne hygiène de vie, le sommeil, les relations de qualité, le sport, la nature. Qu'est-ce qui va remplir notre réservoir, qui va nous permettre d'avoir des ressources pour faire face à ce qu'on rencontre d'imprévu dans le quotidien professionnel. Dans ces balances, il y a aussi la capacité à gérer l'effet miroir, c'est-à-dire pouvoir penser un peu en amont de sa prise de poste ou de sa carrière, la façon dont les situations des patients vont nous impacter. Quand il y a des situations SSE et qu'on a des afflux massifs de situations personnelles catastrophiques, on peut se retrouver très vite embarqué par humanité, par empathie, et c'est là que le degré
d'empathie qui est nécessaire dans la relation d'aide, dans la relation de soins. Il faut faire attention à ce qu'il ne bascule pas dans la sympathie, souffrir avec. Ça me fait penser au syndrome du sauveur, qui est quand même très répandu parmi les soignants. Vous n'allez pas dire le contraire. Donc le syndrome du sauveur, on est là pour éviter la mort, pour limiter, pour repousser la mort. Dans les situations SSE, situations à ma vie, la mort, elle arrive de plein fouet. C'est les morts horribles, les morts révoltantes, les morts parfois évitables. Et donc aussi de pouvoir, dans ces plateaux, mettre notre propre capacité à gérer ça, c'est-à-dire à se dire oui, je suis soignant, oui, voilà le sens que j'ai à ma carrière et que je mets dans le soin, mais si un événement majeur arrive, ben voilà, la mort fait aussi partie de ce qu'on peut rencontrer, et donc de faire un travail un peu sur son rapport à la mort, c'est jamais mauvais. Je vous mets la photo de la petite balance qui avait... il y a aussi... dans ces SSE, la notion de frontière vie pro, vie perso qui est très poreuse. On peut être impacté soi-même en tant qu'individu par la SSE en question. Alors là, ça vient compliquer les affaires parce que enfiler la blouse blanche et être dans son rôle, c'est une chose, mais quand ça vient brouiller les pistes, il faut être très attentif à cet effet de porosité et à l'identification qui peut être renforcée avec les situations des patients. Un outil qui peut être intéressant et dont on ne parle pas beaucoup, c'est la créativité dont chacun peut faire preuve et de pouvoir s'autoriser dans nos organisations à avoir cette liberté de penser, de faire un pas de côté de l'impasse et de penser les choses autrement. J'évoque par exemple la pénurie de masques qu'on a tous en tête là, à l'époque du Covid. Eh bien voilà, de pouvoir... en tant que soignant, se dire il n'y a plus de masque, je suis dans une impasse, et là on subit, et là on est passif, et là on est impuissant, ça c'est impactant dans un vécu traumatique. Mais en fait, voilà, il y a aussi des choses différentes qui peuvent être pensées et qui sont intéressantes. Après l'individu, je vous invite à dézoomer un peu et à envisager le collectif. Le collectif, donc, quand je dis contexte, c'est l'environnement, c'est le système, c'est l'institution, et notamment l'institution hospitalière. Alors dans nos institutions, là aussi je pense que vous n'allez pas me contredire, il y a une culture de l'abnégation. Quand on est soignant, on est là pour servir, donc voilà, c'est pas bien vu de compter ses heures, c'est pas bien vu de faire des micro-siestes. Et en fait, il y a un enjeu un peu important quand même dans ce qu'on appelle la résilience d'un système et même la robustesse d'un système, à pouvoir modifier cette culture et à considérer que le bien-être global d'un individu, son bien-être complet est important dans l'efficacité du système, dans la relation de soins. Et donc, aller marcher 3 minutes à l'air libre, à la lumière naturelle, entre deux grosses interventions, pouvoir faire une micro-sieste s'il y a un petit temps mort entre deux opérations, c'est des choses qui évoluent et qui sont en fait très importantes. Parce qu'on n'est pas des robots, on est des êtres humains qui travaillons ensemble. Et donc, cette évolution de la mentalité, elle est très importante. Tout ce travail aussi qui se passe aujourd'hui, avec ces topos psy au cours d'une journée à ma vie, c'est essentiel parce que la façon dont on va pouvoir sensibiliser, faire de la psychoéducation, de la formation, ça permet à chacun d'être mieux outillé et d'être plus attentif à ses propres ressources et au fonctionnement d'un système, d'un service, d'un collectif. Ce qui est important aussi, quand l'événement survient, mais en tout temps, j'ai envie de dire, c'est la notion de valorisation de ce qui est fait par les équipes, de reconnaissance, alors en interne, donc reconnaissance entre pairs, reconnaissance par la hiérarchie, et puis externe, reconnaissance par la population générale de ce qui est accompli au sein des hôpitaux, et puis tout ce qui est de nourrir la qualité des liens, la solidarité entre les services, la solidarité au sein d'une équipe, l'interconnaissance préalable des acteurs, ça c'est essentiel. Je pense que vous avez tous en tête le fait que avoir des relations de qualité, avoir de la bienveillance entre individus, entre professionnels, ça va changer complètement la façon dont une même SSE peut être absorbée et vécue à l'échelle individuelle et collective. Pour aller plus loin, c'est là que je sais que François m'attend, pour aller plus loin,
La question un peu que j'aimerais soulever, c'est comment nous préparons-nous à être surpris, comment nous préparons-nous à sortir de nos organisations habituelles, comment nous préparons-nous à travailler autrement. Et Olivier Amand, qui est un chercheur en biologie et biophysique, a étudié la notion de robustesse d'un système en observant le vivant. Et je vous invite à regarder si ça... Ah, ça ne marche pas la vidéo? Non, mais ça le fait pas. Non, en fait, c'est une qui doit se lancer. C'est une vidéo. Ah non, si je l'ai pas. Il va falloir que je m'adapte. Il va falloir que je m'adapte en puisant dans mes ressources. Sinon, je vous le mime, mais c'est pas du tout pareil. Alors, en tout cas, ceci... Ah, merci. Ceci est une nuée d'étourneaux, avec tout ce que ça a de fascinant et d'hypnotique un peu. Et donc, ce sont des milliers d'oiseaux qui volent de façon harmonieuse. C'est un ballet synchronisé. Alors, l'idée de cette métaphore, c'est... merci. En plus, on l'a en boucle, c'est super. L'idée de cette métaphore, c'est que... alors, c'est cap sud, hein, enfin, la direction, c'est la migration, voilà. Mais s'il rencontre un obstacle, s'il rencontre un imprévu, un danger... ce sont les oiseaux de la périphérie qui sont sentinelles, qui sont les premiers exposés, qui vont communiquer à l'ensemble du système, qui va s'adapter à leur message et qui va donc évoluer et se transformer comme ça. Et vous voyez qu'il n'y a pas de perte, il n'y a pas d'oiseau qui se percute, il n'y a pas d'oiseau qui chute. François me charriait sur mes nuées d'étourneaux, ça s'appelle des murmurations, si vous voulez faire les malins. Et donc, la question là-dessus, c'est comment... Mais j'en ai une autre, ouais. Il y a celle-là aussi qui... Comment nos institutions hospitalières préparent-elles leur robustesse? Si la robustesse vient de la périphérie, voilà. La question, c'est, et si ce fonctionnement collectif qui rendait le système plus robuste était aussi protecteur à l'échelle de l'individu? Et je vous laisse sur cette question. En donnant la parole à Caroline. Alors moi, je n'ai pas prévu de parler des tourneaux. L'idée, c'était surtout de vous présenter un cas clinique qui illustrait ce trauma vicariant. Je ne sais pas si je peux avoir mon... Super. Super. Et donc, comme situation clinique, en fait, moi, j'ai été amenée à être mobilisée à Mayotte en 2024 à la suite du cyclone Chido. Et donc en première rotation, c'est-à-dire qu'on a été amené à arriver à Mayotte vraiment quelques jours après le cyclone, à Noël 2024, avec une équipe de volontaires CUMP qui venait finalement de toute la France. On était 8 de mémoire, avec des psychiatres, psychologues, infirmiers, une équipe qui était coordonnée par le docteur Rougegré, qui est psychiatre à Arras. Sur site, en fait, il a été rapidement décidé de scinder un peu l'équipe, avec une équipe qui était plutôt au CH de Mamoudzou en intra-hospitalier, avec 3 grandes missions, un binôme qui faisait des maraudes dans les services pour aller à la rencontre des soignants, et puis d'autres professionnels de santé qui, eux, tenaient plutôt une permanence pour des consultations à la fois pour la population générale et pour les soignants. Et puis une deuxième partie de l'équipe qui était plutôt extra-hospitalière, avec 2 grandes missions, aller faire des maraudes dans les centres d'hébergement d'urgence sur l'île et aller dans une autre antenne du CH qui était sur Petite Terre. Et donc, c'est là qu'on a pu rencontrer un médecin généraliste qui travaillait en fait dans un petit service d'urgence au CH de Petite Terre. Médecin qui était installé à Mayotte depuis plusieurs années et qui était de garde en fait au moment du cyclone, mais paradoxalement, ça l'a plutôt préservé. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est concentré sur sa pratique. L'architecture faisait qu'il était plutôt préservé sur le plan des stimuli audio ou visuels, et que finalement, il n'a pas eu de réel impact traumatique direct de la survenue de ce cyclone. Et puis, par ailleurs, son logement a été vraiment très peu impacté. Des petits travaux, mais rien de bien grave. La toiture ne s'est pas arrachée, pas de fuite d'eau. Donc, situation initiale où finalement, il y a peu d'impact initialement.
Et en réaction à ça, eh bien, c'est un professionnel de santé qui s'est hyper investi, qui a enchaîné les gardes jour-nuit aux urgences et qui a vu arriver un épuisement, évidemment, épuisement physique, qu'il a compensé par la consommation de beaucoup d'excitants, des boissons énergisantes, du café non-stop tout le temps. Et puis un épuisement psychique où en fait c'est quelqu'un qui au départ était assez disponible pour ses collègues, assez disponible pour les patients qu'il recevait. Et puis c'est quelqu'un qui avec la fatigue a commencé à devenir irritable, beaucoup moins disponible. Par ailleurs, il décrivait aussi un sentiment de honte et de culpabilité de lui-même finalement ne pas avoir eu beaucoup d'impact alors que ses collègues étaient très impactés, puisque la particularité de Chido, c'est qu'en fait les soignants à la fois faisaient face à une situation de crise avec voilà, des victimes potentielles qui arrivaient aux urgences, mais en même temps, eux étaient impactés avec des logements parfois complètement détruits. Et donc, il s'est progressivement épuisé sur le plan psychique avec une mise à distance des affects et puis des difficultés à différencier les affects de l'autre et ses propres affects. Donc, finalement, il était confronté au récit traumatique de ses collègues soignants, au récit traumatique des patients. Et là où il était disponible initialement, et ben progressivement, en fait, il a collé un peu avec les affects des autres, il se les a attribués. Et puis ce qu'on voit dans le trauma vicariant, c'est qu'en fait, il avait des ruminations, des images qu'il se faisait, des récits qu'il avait entendus. Donc il avait des espèces de flashbacks qui n'en étaient pas réellement, mais en tout cas, il se refaisait le film des récits entendus, il s'imaginait ce qui avait pu se passer, et ça ne sortait pas de son esprit, ça tournait en boucle. Et donc, avec tout ça, c'est quelqu'un qui a fait face à un sentiment d'impuissance, puisque malgré son hyper-investissement, finalement, lui-même était de moins en moins bien. Et puis son hyper-investissement, il n'en voyait pas l'efficacité au quotidien dans le service d'urgence. Ce sentiment d'impuissance a fait, en tout cas, a amené une espèce de sentiment de colère ou il en voulait aux institutions. Il commençait à en vouloir, effectivement, notamment à la direction de l'hôpital, par exemple, de ne pas en faire assez, de ne pas être suffisamment soutenu, etc. Et puis, progressivement, c'est quelqu'un qui a perdu ses capacités à prendre soin, en fait. C'est quelqu'un qui a perdu ses capacités de soignant, avec, du coup, quand on perd ses capacités à soigner, un risque d'erreur dans sa prise en charge, à tous les stades de la prise en charge, l'orientation, l'évaluation diagnostique, thérapeutique. Et puis, l'autre risque, au-delà du risque d'erreur, c'est le risque pour lui-même, c'est-à-dire que si la situation continue, en fait, on peut voir arriver une symptomatologie dépressive, voire même une symptomatologie suicidaire. Ce qu'on a pu faire pour ce soignant, en fait, on a pu le rencontrer lors des maraudes qu'on avait fait à Petite Terre. Donc d'abord, il a pu être vu, en fait, pendant son service. Il a pu avoir connaissance du dispositif CUMP. Il a été orienté sur le dispositif CUMP. Avec son accord, il avait été pris à tâche avec l'encadrement. Et en fait, ce jour-là, heureusement, arrivait un renfort d'un médecin militaire qui a pu prendre le relais et ce qui lui a permis de s'autoriser à quelques jours de repos. Et puis, il a été orienté ensuite vers le dispositif qui était au CH de Mamoudzou. Les leçons à retenir de ça, et ça vient... je rebondis complètement sur ce que tu as pu dire, Isabelle, c'est que, en tout cas, l'hyper-investissement doit nous alerter aussi, c'est-à-dire qu'un soignant qui, a priori, va bien au départ, mais qui s'hyper-investit, ça doit nous alerter, parce que souvent, les plus engagés sont les plus vulnérables. Par ailleurs, il peut y avoir un impact invisible au début, puisque ce sont des professionnels qui n'ont pas été forcément exposés directement au traumatisme. C'est vraiment un traumatisme secondaire. Et avec l'idée que si le soignant va moins bien, en fait, il perd in fine ses capacités à soigner, avec des risques pour les patients, des risques d'erreur, et donc la nécessité d'intervenir assez précocement. Les axes de prévention, un repérage précoce qui peut se faire par le biais de ce qu'on fait par exemple aujourd'hui, de la formation, de la sensibilisation des encadrants, mais aussi en situation de SSE, par l'intervention des CUMP, la nécessité du soutien collectif, la nécessité de renfort. Je pense aussi, alors là j'ai pris l'exemple, c'est la situation clinique qui me venait en tête d'un soignant qui était médecin, mais
en situation de SSE, il faut aussi avoir en tête les personnels qui ne sont pas forcément soignants et qui, en situation de crise, vont perdre un peu leur activité. Par exemple, les agents d'accueil, les agents de sécurité, les AMA dans des services qui vont peut-être fermer, des hôpitaux de jour, des choses comme ça. Et c'est des gens qui vont se retrouver inactifs et qui vont plus se retrouver... Enfin, en tout cas, ils vont perdre le soutien collectif puisqu'ils ne vont plus être dans le collectif qui est dans l'action. Et il y a un vrai intérêt à repérer aussi ces personnels-là qui ne sont pas dans l'action pour les remettre dans l'action, pour leur trouver des missions, des fonctions, pour qu'eux aussi puissent bénéficier du soutien du collectif, des pairs et des renforts. Et puis enfin, tu le disais Isabelle, mais la nécessité absolue de repos autorisé, même en situation de crise. On aurait tendance à penser sur du très court terme et à refuser, enfin en tout cas à ne pas, que le soignant ne s'autorise pas du repos, en se disant bah non, c'est la crise, il faut que je sois là. Peut-être mieux vaut-il avoir une vision d'emblée à moyen terme et s'autoriser un peu de repos régulier pour pouvoir tenir sur la durée en situation de crise. Voilà, je vous remercie. Merci Carole et Isabelle pour votre communication à composante ornithologique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des remarques? Je peux évoquer les bancs de poissons aussi, si vous voulez. On recommence avec les... Murmuration. Pas de questions, pas de remarques dans la salle? Moi, j'ai une remarque qui est aussi une question, c'est que s'il y a bien des soignants qui sont impactés, qui sont exposés au traumatisme vicariant, ben c'est les culpistes. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce que vous préconisez pour nous dans ces circonstances? On est un peu cow-boy, mais pas une espèce complètement à part. Et je pense que les préconisations générales qu'on donnait là, c'est valable pour nous aussi. C'est-à-dire qu'avoir de l'envie, du sens dans ce qu'on fait, avoir des bonnes relations nourrissantes dans notre vie perso, dans notre vie pro, avoir tout ça, ça peut que être bon. Et ce sur quoi j'ai pas assez... Enfin, ce que j'ai pas développé tout à l'heure, c'est dans l'après-coup. Quand je parlais de reconnaissance, c'est aussi tout ce qui est espace de parole, à chaud, donc diffusing, débriefing, prise de recul, et puis nourrir le team building. Et ça aussi, on le fait pas, on le fait mieux maintenant, mais c'est vrai qu'au début, pas assez systématiquement pour nous. Et donc, voilà, si tu as d'autres idées, mais... On l'a vraiment institutionnalisé, ça. Les premières années, voilà, c'était toujours la question qui débriefe, les débriefeurs, question à laquelle on répondait pas trop. Le virage, je pense que c'est le Bataclan, enfin c'est le 13 novembre, hein, où là d'emblée on s'est dit à quelques-uns qui étions en situation de responsabilité là qu'il fallait que ces équipes qui reviennent là de ces 2 jours, 3 jours, 4 jours passés, voilà, les mains dans le cambouis, là il fallait quand même qu'on en fasse quelque chose de manière systématique, et cette systématisation est vraiment devenue une règle. On essaie maintenant, par exemple, même dès l'accueil aéroportuaire, hein, pour les équipes qui reviennent. Alors ça, c'est sur la task force, qui est une force de projection un petit peu plus rapide là, de personnel un peu plus aguerri. Mais même chez ceux-là, voilà, on essaie de les accueillir avec, au travers de... À un moment donné, c'était quasiment une espèce de faux débriefing technique. Là, c'est vraiment un débriefing psychologique, structuré, coordonné, fait par quelqu'un, certes, qui est du milieu, mais qui évidemment n'était pas en mission. Et je crois que Mayotte était le bel exemple de 8 rotations, 7 rotations à Mayotte, 7 débriefings systématiques qui ont eu lieu, et ce sur, je pense, la totalité des 80, je ne sais plus combien, personnes qui ont été engagées sur les dispositifs. Oui, une question. Bonjour, moi je suis effectivement de la DGOS, mais je vais prendre ma casquette de cumpiste parce que je suis aussi cumpiste. Un élément sur lequel j'aimerais juste insister, c'est effectivement les crises à cinétique longue, comme on a vécu éventuellement pendant le Covid, pour avoir été, moi, au niveau du ministère de la Santé à l'époque, avec une autre casquette, j'avais soulevé la problématique justement de cette cinétique longue, avec le besoin effectivement de s'arrêter, mais aussi la prise en compte de la hiérarchie par rapport à tenir dans le temps, mais tenir aussi dans le temps psychologique qui est parfois un tout petit peu décalé. Et je sais que c'est un élément sur lequel je voulais insister parce que, avant tout, je suis soignante. Merci.
Merci beaucoup. Ben, il me reste à vous remercier tous les intervenants, vraiment, vraiment, sincèrement, pour la qualité de vos interventions. Et pour ceux qui veulent poursuivre dans la connaissance de l'urgence médico-psychologique, j'ai une petite annonce à faire. Nous proposons de vous inscrire aux journées scientifiques nationales du Réseau national des CUMP, de RENACUMP, qui auront lieu donc les 3 et 4 juillet de cette année, dont le thème sera, et c'est aussi une actualité, les interventions en milieu scolaire. À Lille. Voilà. Bon après-midi.